J'en profite pour remercier à nouveau et peut-être d'ores et déjà de faire un tour des écrans. Donc pour ma part, je suis Jérémy Obispo, le co-directeur de l'Office public de la langue occitane. J'ai à mes côtés Mathilde qui a travaillé avec moi sur la préparation de ce webinaire. Et peut-être Thierry, tu vas pouvoir commencer à te présenter. J'en profite pour te remercier tout particulièrement parce que le contenu de ce webinaire a été très largement préparé par toi l'an dernier, donc je tenais à t'en remercier plus particulièrement. Voilà, Thierry, tu as la parole. Merci, non, juste Thierry Doucine, un des intervenants anciens de l'Office et inspecteur de l'éducation nationale dans la circonscription de Valence-d'Agen en Académie de Toulouse. Voilà. Merci, Monsieur Sarpoulet. Oui, c'est le mien, celui-là. Bonjour à tous, donc Pascal Sarpoulet, IAIPR de lettres, échanges et missions d'inspection en occitan. Excusez-moi, j'étais en train de renvoyer le lien sur des personnes qui me le demandent toujours. Voilà, très heureux de participer à cette réunion de travail qui est extrêmement importante pour nous dans le cadre de la diffusion, bien entendu, de notre langue et de notre culture. Nous avons énormément besoin de professeurs des écoles et de professeurs des lycées et collèges. Et nous remercions bien entendu l'Office public de la langue occitane qui est l'opérateur des collectivités territoriales et de l'État sur ce dispositif. Merci beaucoup. Merci Monsieur Sarpoulet, Monsieur Agar. Oui, bonjour à toutes et à tous. Didier Agar, inspecteur pédagogique régional d'Occitan dans l'Académie de Toulouse. Alors, je rejoins totalement les paroles de mon collègue de l'Académie de Bordeaux, à la fois sur l'intérêt de ce dispositif et puis avec les remerciements aussi à l'Office. Et puis, je remercie aussi les nombreux collègues enseignants qui se sont manifestés et qui apparaissent donc parmi les participants. À 17 et à tout à l'heure. Merci Didier. Christol. Oui, bonjour, donc Christophe Coste, je suis chargé d'inspection pour l'Occitan dans l'Académie de Montpellier. Je rejoins mes collègues sur les bienfaits de ce dispositif qui nous permet d'abonder notre vivier de professeurs. Et c'est vrai que depuis la convention, la signature de la convention, nous sommes en train de développer l'Occitan sur nos académies et nous avons bien besoin de nouvelles main-d'œuvre. Voilà, donc je vous remercie pour la mise en place de ce webinaire. Merci Monsieur Cos. Voilà, donc ce tour de table est achevé, donc merci évidemment aux participants. Alors, ce webinaire donc, va se dérouler en différentes parties, je l'ai dit. Une première partie de présentation que je vais tenter de dérouler de manière assez brève et j'espère le plus clairement possible. À la suite de quoi, il y aura une première série de questions qui nous sont parvenues en amont du webinaire. Donc, selon les thématiques, chacun des quatre intervenants qui ont été présentés à l'instant vont pouvoir y répondre. Ensuite, par rapport à d'éventuelles autres questions qui seraient apparues sur le chat, là aussi, donc les IPR pourront essayer d'y répondre ainsi que Thierry Doucine. Et ensuite, une troisième partie sur les questions. Vous aurez la possibilité, en levant la main, de pouvoir être interrogé. C'est à ce moment-là que votre micro sera ouvert par Mathilde, que je remercie. Voilà. Donc, allons-y pour la présentation du dispositif. Tout d'abord, peut-être vous dire un mot sur ce qu'est l'Office, en quelques mots. Donc, l'Office public de la langue occitane est un établissement public, un groupement d'intérêt public qui officie sur un territoire extrêmement large puisqu'il part de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée et couvre pas moins de 22 départements et 4 académies, c'est-à-dire les académies de Bordeaux, Limoges, Toulouse et Montpellier, et Poitou-Charentes dans une moindre mesure, donc un territoire large.
Mathilde, si tu peux peut-être me passer la diapo qui représente l'office public, avec donc deux missions principales qui sont la transmission et la socialisation de la langue. Voilà, donc c'est encore la diapo suivante. C'est pas évident pour Mathilde parce en même temps, il faut gérer les arrivées et les demandes de connexion. Donc c'est encore après. Là, désolé. Mais nous avons des spectateurs bienveillants avec nous, donc ils comprendront parfaitement. Donc voilà, on expliquait quelle était à la fois la nature de cet outil et son périmètre, ainsi que ses missions. Donc quand on parle de transmission, c'est principalement l'enseignement de la langue occitane, et nous allons pouvoir développer un peu plus tard ce point. Le dispositif lui-même. Donc il s'agit d'un dispositif qui a été créé main dans la main avec les 3 tutelles de l'Office, qui sont donc la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, ainsi que l'État à travers les représentants du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Et donc ce dispositif repose sur un équilibre entre les régions et l'État à travers l'éducation nationale. Sachant que ce dispositif s'adresse bien à tous les enseignants, c'est-à-dire aussi bien les enseignants d'école maternelle et primaire que pour les professeurs de collège et de lycée. Voilà, avec un objectif qui est, on l'espère, clair pour vous, c'est enseigner la langue occitane. Parce que nous manquons cruellement aujourd'hui d'enseignants d'occitan, alors que les différentes tutelles de l'Office ont une et des conventions qui les lient afin de pouvoir développer l'enseignement de l'occitan. Nous avons des objectifs assez ambitieux et parfois, un des freins au développement de l'enseignement de l'occitan sont notamment le fait de manquer de ressources enseignantes, raison pour laquelle nous avons mis en place ce dispositif Enseigna Professeur. Ensuite, alors pour qui? C'était bien cette même diapositive, Mathilde. Donc pour qui? C'est-à-dire tous les profils, c'est-à-dire que tous les enseignants qui sont titulaires des académies que nous avons pu citer précédemment, et pour tous les niveaux cités. Et il faut donc que vous soyez en poste. Ça, c'est le critère principal. Il y a une seconde possibilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas membre, pas titulaire d'une des 4 académies de Bordeaux, Limoges, Toulouse et Montpellier. Par contre, vous obtenez de la part d'une autre de ces 4 académies un congé formation qui va donc vous permettre de vous libérer de votre académie de rattachement hors de ces 4 académies pour pouvoir venir vous former chez nous, sur notre territoire. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Ou la troisième hypothèse, vous êtes en disponibilité, c'est-à-dire donc que vous n'êtes plus rémunéré par l'éducation nationale. Voilà. Un focus sur le second degré, parce qu'effectivement, autant pour le premier degré, donc l'objectif est bien que vous êtes actuellement un ou une enseignante monolingue, vous allez donc vous diriger vers de l'enseignement bilingue, c'est-à-dire à parité horaire. Pour les enseignants du second degré, il y a 2 cas de figure. Soit vous allez enseigner la langue occitane, voilà. Sinon, vous allez enseigner votre matière en langue occitane. Et nous allons sans doute y revenir, parce que ça peut faire l'objet sans doute de questions. Donc dans un premier cas, vous êtes par exemple enseignant de lettres, et vous allez à côté, et dans votre établissement, à côté des heures que vous aurez en lettres, vous allez avoir des heures en langue occitane pour enseigner donc l'occitan. Et la seconde hypothèse, c'est vous êtes enseignant d'histoire-géographie par exemple, cela va vous permettre d'enseigner l'histoire-géographie en occitan sur la modalité que l'on appelle DNL, discipline non linguistique. Voilà, alors sur les enjeux, ça a été évoqué par les 3 hyper ainsi que par Thierry Doucine. Avant tout, c'est transmettre une langue, une langue qui est parlée sur nos territoires, l'occitan que l'on appelle aussi selon
selon les académies, ça va être le gascon, le languedocien, le limousin, etc. Donc, voire le provençal pour le Gard. Donc, ça peut prendre différentes formes, mais il s'agit bien d'occitan. Et c'est un domaine sur lequel, effectivement, et c'est pour ça qu'on parle de second souffle pour vos carrières, parce que ça peut être pour vous l'opportunité, eh bien, de revoir vos manières de travailler, de les envisager différemment, parce que vous n'allez plus être sur un enseignement monolingue, mais sur du plurilinguisme, donc avec d'autres manières d'enseigner qui peuvent être tout à fait nouvelles, voire même novatrices, parce que c'est assez nouveau pour l'éducation nationale, notamment sur la notion de biplurilinguisme, parce qu'on n'enseignait évidemment pas de la même manière selon le nombre de langues. Voilà. Et puis donc, je l'ai là aussi expliqué, c'est-à-dire que pour les partenaires publics, il s'agit avant tout de pouvoir disposer d'un vivier d'enseignants beaucoup plus riche et de répondre à des besoins qui ont été repérés sur le territoire, notamment pour des créations de nouveaux sites bilingues, ou bien pour assurer tout simplement les montées de cohortes, ou assurer la continuité pédagogique dans le second degré, notamment assurer les passages entre premier degré et second degré. Voilà. L'objectif ultime est évidemment donc d'augmenter le nombre d'enfants scolarisés en occitan. Voilà. C'est essentiel pour nous. Ensuite, peut-être quelques chiffres clés. Voilà, c'est un dispositif qui a été créé à titre expérimental dans l'Académie de Bordeaux il y a déjà 8 ans, et depuis l'an dernier, il a été ouvert aux académies de Toulouse et de Montpellier, et c'est pour l'instant en attente d'arbitrage pour l'élargir à l'Académie de Limoges. Le principe est acté, mais nous attendons des confirmations. Donc c'est un dispositif qui, comme vous l'avez compris, est interacadémique, ce qui explique le nombre aujourd'hui important de participants. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça répond aussi à une forme de demande, sachant qu'un nombre conséquent d'enseignants a déjà été formé. Ils sont au nombre de 38 sur les fameuses 4 académies que j'ai évoquées, et avec un taux de réussite qui est en fait en réalité de quasi 100%, puisque l'objectif, c'est qu'une fois que vous êtes formé, dès l'année suivante, vous êtes en capacité d'enseigner et d'être en classe pour pouvoir donc mettre en œuvre les acquis de l'année passée en formation. Voilà, sachant que le niveau, l'objectif visé au niveau du CECA, donc du cadre européen des langues, c'est le niveau B2. Et là, on est vraiment sur un 100%, c'est-à-dire que la totalité des enseignants qui ont suivi cette formation ont obtenu ce niveau minimal de B2, voire même le niveau C1. Donc là-dessus, eh bien c'est un véritable succès. Et il y a souvent une question qui nous revient, est-ce que en démarrant de zéro, est-ce que moi, enseignant, je peux arriver à cette formation? Donc oui, puisque cette formation est précisément pensée pour des personnes qui partent du niveau 0. Donc, et les résultats sont très très satisfaisants, je le répète. Voilà, sur la partie formation en elle-même. Donc c'est une formation intensive, et c'est d'ailleurs, j'en profite pour remercier les services de l'éducation nationale, puisque ce dispositif a évolué en qualité, et les académies, et notamment les rectorats concernés, ont mobilisé des moyens conséquents, puisque lorsque vous serez sélectionné pour cette formation, vous serez libéré en totalité de l'année scolaire. C'est-à-dire que vous allez passer vraiment l'année scolaire à 100% dans cette formation, ce qui n'a pas toujours été le cas au départ, parce qu'il a fallu faire des essais, expérimenter. Et bien depuis 2 ans, vous êtes à 100% sur cette formation. Donc cela représente un nombre d'heures de formation en langue assez conséquent, puisque l'objectif est ambitieux, sur 26 semaines. Et vous aurez ensuite un certain nombre de stages, principalement en classe, pour se rendre compte de ce que sera votre futur, quelque part, nouveau métier, parce que, alors, bien sûr, il y a une continuité, vous restez enseignant, mais vous n'enseignez pas de la même manière, donc c'est découvrir ces méthodes, les pratiques de vos collègues,
et sont associés à ce dispositif les camarades du CAPOC, donc qui est une unité du réseau Canopé CAPOC. J'en profite là aussi pour les remercier parce qu'ils se mobilisent très fortement sur ce dispositif et eux vont vous apporter toute la partie, notamment d'outils pédagogiques, comment utiliser vos nouveaux outils. Donc ils vous accompagnent pour les découvrir, pour les utiliser, pour les expérimenter là aussi. Donc, pour certains d'entre vous, vous serez amenés à travailler avec eux. Et voilà, je dis, vous êtes totalement déchargé là-dessus, sachant donc que le rythme, généralement, est de 4 jours par semaine. Donc, vous êtes libérés les mercredis et puis vous bénéficiez quand même des vacances scolaires habituelles, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, par rapport aux moyens qui sont mis à disposition par les services de l'éducation nationale, en fait, l'éducation nationale octroie des moyens de remplacement. Donc, ce sont des moyens significatifs, puisque ça veut dire que pendant que vous êtes libéré, eh bien, ce sont des équivalents temps plein qui sont mis à disposition pour pouvoir vous libérer. Donc, cette année, chaque année, ce nombre grandit. Voilà. Et là, nous serons cette année entre 17 et 20 places environ pour l'ensemble des académies concernées. C'est vraiment un effort significatif. Voilà. Et les coûts de cette formation, donc je l'ai dit, sont sur la rémunération prise en charge par l'éducation nationale, tandis que les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, via l'Office, vont financer quant à elles les coûts de formation. Donc ça veut dire que pour vous, évidemment, le coût est nul puisque ces coûts sont entièrement pris en charge par les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, via l'Office public de la langue occitane. Voilà. Donc on passe par un marché public, et donc lorsque nous aurons ensemble choisi les lieux de formation, eh bien nous allons passer une commande, passer une offre, pour que des centres de formation puissent se positionner et puissent assurer ces formations sur les lieux qui ont été déterminés, sachant qu'il existe déjà des habitudes de travail et nous avons déjà des centres de formation avec qui nous avons l'habitude de travailler et qui sont parfaitement habitués à octroyer ce type de cours et de formation. Voilà. Alors, les lieux, je viens d'en dire un mot. En effet, c'est aussi une question récurrente, c'est-à-dire où est-ce que je vais aller me former? Alors, on ne peut pas répondre à cette question à ce jour, puisque les lieux de formation vont être déterminés en fonction du nombre de candidats et donc candidatures que nous recevrons par département, ainsi que par l'origine géographique des candidats. Et en fonction de ça, nous pourrons ouvrir à tel ou tel endroit. Donc pour votre information, cette année par exemple, nous avons ouvert en Nouvelle-Aquitaine 2 sites, un site à Bordeaux et un site à Orthès. Et pour la région académique d'Occitanie, nous avons un site à Toulouse et un site qui est à cheval sur Montpellier et Alès. Voilà, donc généralement, ces sites sont tournants, mais pas forcément, puisqu'encore une fois, ça dépendra de l'origine géographique des candidats et du nombre, parce que pour que ces formations soient viables économiquement, parce que c'est quand même, ça représente un coût certain, il faut que par site, il y ait un minimum de 2 enseignants, dans l'idéal 3, pour que pédagogiquement, ça ait un intérêt qu'il y ait des échanges et qu'il y ait une forme d'émulation entre les participants. Voilà. Voilà pour cette première partie. Mathilde va vous lancer un court sujet qui avait été tourné par Octélé il y a 2 ans déjà. C'est un court reportage en immersion sur le site d'Orthez qui avait accueilli quelques collègues à vous il y a 2 ans. Voilà, donc Mathilde, c'est à toi en espérant que la technique fonctionne. Si jamais vous voulez de toute manière revoir ce reportage, le lien est disponible sur le site de l'Office. Grada espiadeora, caurei tabe ua chamineia, da cadieiraus confortáveis e a grana cozinha anta cozinha fumunde, da dos legumes do casal.
Caillou, che hai scritto Caillou. Caillou, che su io che hai scritto questo testo, che su variante in francese, a caso sono che lo paibou e la maibune che parlava occitan, che mi agradarebbe d'insegnare in una classe bilingue. Que eu formació de 9 mesos, dap 24 hores d'occità per setmana, donc ei caucaré tutu d'intenció. Que vienen rinde per tot, que avem monde du Parçà, monde de les Lanes, de Irunde e de París. Perfecte. Que volevi començar a ensenyar a Bost, a Nust, així. Abans que demoravi en Haute-Savoie, el departament de Pirineus Atlàntics, que ha besoin de reient en ensenyar l'occità. Que haurà vist de les bones, que serà vieille maison. Que vieni de París, que soy era interessat per la lingua e che voli ensenyar en classe bilingue. Adar que són reients ou professors qui han curs en francès e que són aquí, t'ha poder passar en occità. Au començament que eren a parlar francès, a cops, forçadament, quan ne coneixem pas la llengua, que cal passar per el francès, t'ha us ajudar e a dar els curs que són tots en occità. Que hi ha professor de música l'année que viene, que haré los cursos de música en occità. Traballo en Girunda e soy la sola de Girunda que ha formació. Que seré regente bilingue en el departament de la Girunda. Que voli canviar. París n'est pas el centre del món. L'important per nosaltres que hi ha monde qui són en capacitat de parlar occità aisidament i de poder preparar i assegurar curs tot en estar completament bilingue a la fi. Voilà, merci Mathilde. Donc ce reportage est visible sur le site d'Octélé ainsi que le site de l'Office public de langue occitane. Donc ça permet de vous rendre compte, sachant que ce reportage avait été tourné après quelques mois seulement, enfin en milieu d'année il me semble. Donc déjà on sent des enseignants qui au bout de quelques mois à peine, même s'il y a encore des hésitations et c'est bien normal, mais se risque à parler en occitan et se libère et généralement ces conditions de formation font que la parole est relativement libre et les formateurs sont très habitués à ce type de public. Donc voilà, dessus, soyez vraiment rassurés parce que c'est vrai qu'on peut souvent se dire mais comment en partant de zéro, en 9 mois, je vais réussir à être bilingue. Ben, voilà, vous avez la preuve sous les yeux. Voilà, alors si on peut reprendre peut-être le diaporama pour attaquer la dernière partie, la partie procédure. Donc, par rapport à ça, vous avez effectivement un certain nombre d'informations qui sont sur le site de l'Office, donc vous l'avez peut-être déjà vu pour certaines et certains. Il y a quelques petites différences selon les académies. En tous les cas, les dépôts de dossiers sont à effectuer dès maintenant, voilà, à la fois auprès de votre rectorat de rattachement et en mettant en copie l'Office public de la langue occitane, avec quelques spécificités pour l'Académie de Toulouse, par exemple. Il faut que vous signaliez sur la plateforme Gaia, mais peut-être que les collègues pourront en dire un mot un peu plus tard. Le principal étant de toute manière de pouvoir constituer votre dossier avec donc, ça apparaît sur la diapo suivante, mais vous avez une fois encore toutes les informations sur le site, donc sans trop s'y attarder. Vous avez notamment un CV, une lettre de motivation, une lettre d'engagement. Alors, lettre d'engagement, il y a déjà un modèle, voilà, pas de problème particulier. Le décret de nomination nous permet de s'assurer du fait que vous êtes déjà en poste pour ceux qui relèvent de cette
catégorie-là, tandis que pour les personnes qui seront donc en congé formation d'une autre académie, il faudra évidemment que nous ayons les pièces nécessaires pour que votre dossier soit complet d'un point de vue administratif. Alors là aussi, vous aurez toutes ces précisions sur le site pour pouvoir envoyer aux bonnes adresses, en étant donc vigilant à bien mettre l'Office public de langue occitane en copie. Voilà. Ensuite, nous auditionnerons, donc un jury auditionnera les candidats retenus, donc ça veut dire que nous n'auditionnerons pas toutes les candidatures reçues, mais uniquement celles qui seront sélectionnées. C'est une évidence, mais ça va mieux en le rappelant. Les auditions se feront sans doute en visioconférence a priori. Ce sera à confirmer, mais tout cela vous sera précisé sur des correspondances que nous aurons à ce moment-là. Donc ça va arriver dès le mois d'avril. Les jurys devraient se tenir les 17 et 20 avril de mémoire, donc ce sont des dates à cocher. Et une fois que le jury aura donné son avis, les administrateurs de l'Office public de la langue occitane entérineront ces choix via donc une délibération. Voilà. Et une fois cette délibération promulguée, nous pourrons revenir vers vous pour vous communiquer ces résultats, sans doute au mois de juin. Nous allons faire en sorte de vous les transmettre au plus vite, évidemment, pour que vous aussi, vous puissiez quand même vous projeter et pouvoir déjà imaginer ce que vous ferez en septembre prochain. Et puis ensuite, il y aura toute une série de pièces administratives. Nous essayons d'être le plus léger possible, mais on est tenu malgré tout par des procédures administratives pour pouvoir bien cadrer à la fois nos échanges et la formation, et puis surtout avoir en tête à quoi vous vous engagez, puisqu'en effet, suivre cette formation vous amène à enseigner pendant 5 ans au moins en occitan. Donc ça n'est pas rien, et vous l'avez compris, il y a des moyens publics relativement importants qui sont mobilisés, et donc il s'agit pour nous tous d'avoir une assurance que ces deniers publics soient bien engagés au profit des élèves, puisque c'est bien notre objectif avant tout, c'est avoir des élèves qui puissent suivre un enseignement en occitan. Voilà. Ensuite, sur la formation en elle-même, donc vous la démarrerez en septembre prochain, dès la rentrée. Donc vous faites votre rentrée sur votre site de formation, qui vous sera précisé de toute manière en juin, bien évidemment, de juin 2022. Donc septembre, vous rentrez et vous suivez toute la formation durant l'année scolaire. Voilà, sachant que au même moment l'an prochain, donc quand vous serez en formation, vous arriverez à peu près en mars, vous devrez, on vous le répétera à ce moment-là, être vigilant à faire le nécessaire pour vous inscrire au DCL, donc au diplôme de compétences en langue. Il s'agit d'un diplôme qui est une certification plus précisément, qui est attribuée par l'Éducation nationale, qui est une certification linguistique et non pédagogique, qui va vous permettre et nous permettre d'évaluer votre niveau d'occitan à un instant T. Donc ça veut dire que les inscriptions se feront aux alentours du mois de mars et les épreuves ont lieu en mai. Donc vous concernant, ça sera en mai 2023. Et à ce moment-là, cela nous et vous permettra de connaître votre niveau en langue. Donc voilà, B2, C1, pourquoi pas, pour pouvoir donc vous assurer de ce niveau escompté. Voilà. Là aussi, on pourra, si vous avez des questions un petit peu plus tard, vous pourrez évidemment les poser. Voilà. Et ensuite, donc à ce moment-là, là aussi, des précisions vous seront apportées par les collègues, mais vous serez habilité par l'éducation, donc vous suivrez une habilitation pour pouvoir, dès la rentrée d'après, donc en septembre 2023, être en poste sur le site désiré. Voilà, je vais peut-être m'attarder sur un point quand même par rapport au dossier. Donc bien expliquer que l'important pour nous, c'est que vous puissiez sur votre dossier de candidature nous exprimer vos souhaits de mobilité, parce que le principe c'est aussi que ce dispositif se plie au degré de mobilité des enseignants. C'est-à-dire que
c'est l'enseignant qui fait cet effort de se former pour l'éducation nationale et pour les collectivités, mais il s'agit quand même de coller à vos attentes et aussi à vos contraintes. Donc, selon vos contraintes personnelles, notamment familiales, vous allez peut-être souhaiter rester dans votre école ou dans votre collège, dans votre lycée. Donc, il faut nous le signifier, c'est-à-dire que votre degré, c'est un degré 1 de mobilité, c'est-à-dire que oui, vous êtes prêt à vous former, oui, vous êtes prêt à enseigner en langue occitane, mais uniquement dans votre école actuelle ou dans votre collège ou lycée, donc vous nous le précisez, ou bien où vous avez une mobilité un peu plus large, qui peut être par exemple une mobilité de 20 ou 30 km autour de votre lieu de résidence personnelle. Dans ces cas-là, vous nous le précisez, donc vous définissez vous-même votre rayon de mobilité, et après pour d'autres, ça peut être voilà, une mobilité qui peut être à l'échelle départementale, voire même académique pour d'autres cas. Et pour des collègues qui seraient issus d'autres, enfin en congé formation, issus d'autres académies que celles des 4 concernés, ou en disponibilité, dans ce cas-là, vous nous précisez eh bien, sur quel territoire vous souhaiteriez enseigner, et là aussi, vous nous définissez votre degré de mobilité. Donc, toutes ces précisions vont nous permettre, le jury, d'instruire le plus précisément possible votre dossier, et en fonction des besoins que nous avons et que les services d'éducation nationale ont repérés sur le terrain, les choix pourront s'opérer en fonction du croisement de ces deux données. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette présentation en espérant avoir été le plus clair possible. Donc nous allons passer à la phase des questions-réponses. Donc je le répète, cette phase-là, elle est elle-même découpée en 3 parties. Dans une première partie, toutes les réponses, nous avons synthétisé les questions qui ont été posées par mail. Donc l'ensemble des 4 intervenants qui avaient été présentés en introduction vont chacun, selon les différentes thématiques, répondre à vos pré-questions. Et si vous avez d'autres questions après celle-ci, n'hésitez pas à les poser via le chat et Mathilde nous les fera remonter. Et si malgré ces 2 parties, vous avez encore des questions, eh bien, en levant la main, votre micro sera ouvert et nous essaierons, en fonction notamment de votre académie d'origine, eh bien, les Thierry, Didier, Pascal ou Christophe pourront tenter en tout cas de répondre à vos questions. Voilà. Donc c'est parti pour la partie des questions sur la mobilité géographique. Donc il y a une première question. Connaît-on les établissements qui proposent des postes en occitan ainsi que les critères d'affectation? Monsieur Sarpoulet, pouvez-vous répondre à cette question? Je vous prie. Bien, rebonjour à tous, donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, les affectations à la rentrée, donc ce sera la rentrée 2023. Pour le moment, nous avons des mouvements qui sont en train de se faire. Donc nous avons le mouvement second degré, nous venons juste d'avoir les affectations. Mouvement premier degré, nous allons l'avoir également. Nous allons avoir les résultats des concours. Donc pour le moment, on va avoir des besoins sur le terrain, mais nous ne savons pas exactement encore où. On a quelques idées, mais c'est en train de s'affiner pour l'Académie de Bordeaux. Académie de Limoges, on n'en est pas encore sur cette phase-là. Nous sommes au mois de mars et nous avons donc tout un ensemble de démarches qui sont en train de se faire. Disons qu'on y verra plus clair après les vacances d'avril. Nous avons également d'autres questions qui se posent. Alors nous avons des départs à la retraite, ceux-là on a pu les anticiper. Nous avons également des collègues qui peuvent être parfois en congé maladie ou autre. Et là, bien entendu, on est sur des effectifs relativement faibles. Nous sommes sur des renseignements à la marge.
Donc, pour répondre à la question, connaît-on les établissements qui proposent des postes en occitan? Oui, nous les connaissons, ainsi que les critères d'affectation. Là, ça va dépendre évidemment des mouvements. Et sans doute mes collègues des autres académies ont plus d'informations sur les académies de Toulouse et de Montpellier. Est-ce qu'à ce stade-là, Didier ou Christophe ou Thierry, vous souhaitez ajouter quelque chose ou est-ce que l'on poursuit? Pour l'Académie de Montpellier, c'est la même chose que Bordeaux en fait. C'est encore un peu prématuré pour en parler. Mais nous en saurons plus, j'allais dire, début mai. Moi, je peux peut-être, donc Didier Agar, Académie de Toulouse, je peux peut-être ajouter que d'une façon générale, les lieux d'enseignement de l'occitan sont identifiables et il y a une carte sur le site de l'OPLO qui peut être consultée de façon large pour ceux qui ne seraient pas sur le territoire en particulier. Il y a certainement intérêt aussi à se rapprocher au niveau départemental, soit des conseillers pédagogiques, soit au niveau académique des inspecteurs pour connaître aussi ce type de maillage du territoire en termes d'enseignement de l'occitan. Pour ce qui est de l'Académie de Toulouse, il n'y a pas pour l'heure, comme à Bordeaux et à Montpellier, de postes totalement identifiés à pourvoir. C'est un petit peu tôt encore. En revanche, je peux quand même signaler des besoins dans le premier degré dans les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn, et dans le second degré, également le département du Tarn et dans une moindre mesure celui de l'Aveyron aussi qui sont concernés. Et je peux aussi signaler le territoire des Hautes-Pyrénées. Voilà, mais c'est juste sans aucun engagement, mais pour donner une idée peut-être des territoires le plus en demande. Sachant donc, merci Didier, qui vient d'avoir une question sur, il y a bien des sites ouverts également dans l'Académie de Bordeaux, c'est-à-dire que des sites sont proposés sur les 3 académies, en tous les cas, de Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Limoges, ça a été dit en attente, mais oui, des possibilités sont offertes, en tout cas dans ces 3 académies à minima. Donc ces sites... Oui. Madame Nikiforos donc demande est-ce qu'on peut savoir quel site? Alors, comme je vous l'ai dit, pour le moment, on n'a pas eu les mouvements académiques et dans tous les cas, nous travaillons sur la rentrée 2022. Or là, ça sera sur la rentrée 2023. Mais donc, on ne peut pas vous donner de liste sur ce qui sera vacant à la rentrée 2023. On a quelques idées, donc on a quelques idées sur Mont-de-Marsan, sur la Sub-Monin, peut-être le nord de la Dordogne, mais rien pour le moment n'est fixe encore. Thierry Doucine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste une petite remarque. Parfois, derrière ces questions, il y a aussi la question du maillage général des sites, de l'existence des potentialités dans un secteur géographique de vie. Donc, sur le site de l'Office, les collègues peuvent retrouver un mapping, une carte de l'ensemble des écoles qui proposent cet enseignement, des collèges et des lycées, ce qui permet aussi de se faire une idée de là où ces choses-là sont proposées, cet enseignement est proposé, et là où éventuellement, comme on le fait habituellement dans le cadre d'un mouvement, on peut passer quelques coups de fil au directeur d'école pour le premier degré s'entend, pour savoir si à terme il y aurait des départs à la retraite ou des choses comme ça. Ça se fait régulièrement dans les mouvements premier degré. Ça peut être aussi une façon de se rassurer. Et puis de toute façon, les départs en formation sont quand même plutôt réfléchis au regard de besoins. Donc l'intérêt de signifier sa zone de mobilité géographique permet aussi de borner cela. L'institution Éducation nationale est au courant de la mobilité des personnes et les choix se font en connaissance de cause pour toutes les parties, quoi. Merci Thierry. Ensuite, une autre question. Donc, est-ce que je vais devoir quitter mon poste, mon département, en raison de mon engagement à enseigner en occitan?
Monsieur Sarpoulet. Alors, est-ce que je vais devoir quitter mon poste et mon département en raison de mon engagement à enseigner en occitan? Non. Vous restez titulaire de votre poste. Et c'est en fonction, lorsque quelqu'un part en formation, c'est en fonction de nos besoins sur le terrain. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas quitter votre département, donc évidemment fortiori dans le premier degré, mais pour le second degré. Donc vous restez titulaire de votre poste et c'est à partir des besoins que nous avons autour de votre poste que nous vous proposons un enseignement d'occitan. Et alors, un peu dans cette même veine, donc, une autre question, c'est donc comment se passe l'affectation sur les postes disponibles à l'issue de la formation, au cas où le poste se situe dans un département différent de celui d'exercice? Question difficile, Sarpoulet. Question difficile, non, parce que ça dépend véritablement. Là, Monsieur Obispo a très bien défini les différents cas qui se présentaient. Nous avons donc des besoins en enseignement de langue occitane, mais aussi en enseignement de DNL. Donc de plus en plus, quand il s'agit d'enseignement de DNL, nous mettons en place des postes à profil. Et dans ce cas-là, nous sommes sur ces affectations très, très particulières, puisqu'elles se font en dehors du mouvement académique, puisqu'il peut y avoir des affectations à partir du national. Donc, comment se passe l'affectation sur les postes disponibles à l'issue de la formation? Dans tous les cas, encore une fois, vous restez titulaire de votre poste, sauf s'il s'agit d'un poste qui est ouvert au mouvement. Très bien. Il y a eu une autre question entre-temps qui concernait l'avancement. C'est-à-dire, est-ce qu'un enseignant qui est en formation à enseigner un professeur conserve son avancement? Alors, pour le second degré, l'avancement est lié donc au parcours personnalisé de carrière et de rémunération et au rendez-vous de carrière. Donc là-dessus, il n'y aura pas de rendez-vous de carrière pendant les temps de formation. Premier degré, je ne sais pas, à voir avec M. Doucine. Thierry, peut-être, ou un éclairage? Alors, les enseignants du premier degré sont considérés comme partant en stage sur une année. Donc, leur déroulement de carrière se poursuit à l'identique. On ne bloque pas l'avancement de carrière ou le déroulement de carrière d'un enseignant au titre de son départ en formation. Donc, pour le premier degré, ça se poursuit. Il y a eu également une question, merci Thierry, hein, sur la question de l'âge. Est-ce que l'âge va influer les choix du jury? Il est évident que si vous êtes à 1 an de la retraite, 1 an ou 2, ça peut être questionné. C'est-à-dire que la limite pourrait être fixée, puisqu'il faut de toute manière donner 5 ans d'enseignement, ça veut dire que c'est au moins 5 ans avant la retraite. Voilà, donc ça c'est important de le préciser. Ensuite, il y avait une autre question. Donc, compte tenu de l'engagement à enseigner l'occitan après la formation, y a-t-il un nombre de vœux minimum à saisir ou un nombre d'écoles minimum sur lesquelles postuler? Je ne sais pas si c'est M. Sarpoulet ou peut-être Thierry qui veut répondre là-dessus. C'est très premier degré. Alors, en règle générale, la manière dont les choses se travaillent correspond à un ensemble de projets en développement. C'est-à-dire qu'on sait que dans un secteur géographique, il y a soit des continuités bilingues qui vont émerger, soit des sites qui sont en construction. Et donc, les postes qui sont publiés sont des postes, alors soit des postes à profil, soit des postes avec compétences particulières, donc fléchés. Et c'est à partir de cette mise en correspondance des départs en formation et des besoins d'un département que l'affectation pourra se faire à N+2. Donc, le mouvement serait un mouvement classique, sauf que vous étant habilité, vous pouvez candidater sur ces postes spécifiques. Y a-t-il un nombre de postes minimum? Ce sont les postes vacants sur un département où
dans la zone qui correspond à votre zone, encore une fois, de candidature et de mobilité. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si j'espère avoir répondu le plus clairement possible. Ensuite, il y a une autre question, c'est comme, alors c'est plutôt M. Poulet, comme enseignant du second degré, est-ce que mon service sera sur un ou plusieurs établissements? Donc, est-il envisageable de refuser un poste s'il est trop loin de mon domicile? Alors, là, on peut difficilement vous répondre sur un ou plusieurs établissements. Pour le moment, le service des professeurs d'occitan soit se sert de la discipline autre, par exemple lettres, anglais, espagnol, histoire, etc. Et l'occitan vient en plus. Dans ce cas, on essaye de maintenir le collègue sur un seul établissement. Soit, en effet, c'est sur plusieurs établissements. Donc là, il s'agit spécifiquement de cas à étudier avec l'enseignant. Est-il envisageable de refuser un poste s'il est trop loin de mon domicile? On ne vous proposera pas de poste loin de votre domicile, puisque justement, on va définir les départs en formation à partir de la zone que vous aurez vous-même définie dans votre lettre de motivation. Donc, je pense que M. Obispo y reviendra. Mais ça, c'est un point important. C'est-à-dire, si vous nous dites que votre zone de mobilité dans le second degré, c'est l'Académie de Bordeaux, ou si vous nous dites que c'est 20 km autour de Mont-de-Marsan, ce sont deux choses différentes. Donc, ça sera vous qui, en amont, aurez fixé ce terme-là du contrat. Merci, M. Poulet. On va passer... Ah, pardon, Thierry, excusez-moi, vas-y. Je rajoute juste un point. Ça pourrait être intéressant dans votre courrier de motivation de préciser aussi votre zone de mobilité géographique au titre de la formation. C'est-à-dire de préciser votre zone de mobilité géographique en termes d'affectation ultérieure, mais au titre de la formation aussi, puisque cette année, nous avons par exemple 2 collègues du département de Lot-et-Garonne où un pôle n'a pas pu être mis en place, qui suivent les formations sur le pôle de Toulouse, parce que cette mobilité-là, au titre de la formation, ne les dérangeait pas. Ceci étant, à la fin de la formation, elles réintégreront leur département d'origine. Merci Thierry, c'est vrai que c'est important. Entre-temps, il y a une autre question qui est apparue sur cette question de mobilité géographique, parce qu'effectivement, est-ce que votre degré de mobilité va jouer sur le choix du jury? Ben, oui, de fait, puisque en effet, plus votre périmètre sera proposé sera large, plus on sera en capacité de vous proposer un nombre de postes important. Donc, il est certain que si vous souhaitez rester dans votre école, vivre dans votre école, bon, mais il faut juste espérer qu'il y ait des besoins dans cette école et ce que l'on peut souhaiter. Mais en effet, cela diminue le nombre de chances. Il y a d'autres questions qui arrivent sur le chat. Je vais essayer de les reposer dans les bonnes thématiques, puisqu'on va passer à la thématique numéro 2, qui concerne la mobilité fonctionnelle. Juste avant, il y a peut-être un petit commentaire de Cécile Camgrand qui correspond à la thématique mobilité géographique. Concernant qui s'inquiète du fait qu'on lui a annoncé un seul poste disponible dans le 47, ce qui lui semble contradictoire avec le fait qu'il faille 2 ou 3 stagiaires pour ouvrir un site de formation. Alors, je pense qu'il y a 2 questions. Oui, je pense qu'il y a une question concernant le nombre de stagiaires et le site. Monsieur Sarpoulet. Alors, c'est Madame la rectrice, dans tous les cas, qui définit le nombre de personnes qui peuvent partir en formation. Ensuite, le DAZEN, donc lui, définit la jauge pour le premier degré, mais il y a également le deuxième degré. Donc, si on vous dit qu'en 47, en Lot-et-Garonne, donc ça sera une personne pour le premier degré, il peut y avoir également quelqu'un pour le second degré. Donc, ça a souvent été le cas, puisqu'il s'agit de former les personnes à la linguistique, à la didactique et à la pédagogie. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Merci. Sur le thème numéro 2 de la mobilité fonctionnelle, c'est Thierry qui va nous répondre. Donc, serais-je susceptible d'enseigner
dans un autre degré d'enseignement? Alors, il peut y avoir, dans le serais-je susceptible, il y a est-ce que je peux, est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Oui. Est-ce que je dois? Non. À savoir que si vous avez un projet de détachement, ce qui peut exister, hein, des collègues du second degré le font assez régulièrement, des collègues du premier degré aussi demandent des détachements dans un autre degré d'enseignement, ce peut être l'occasion de vous former et d'envisager cette perspective-là comme étant un plus à votre candidature aussi, c'est-à-dire que vous seriez finalement susceptible d'endosser des missions d'enseignement bilingue dans les deux degrés d'enseignement. Mais en tout cas, ce n'est pas une nécessité et s'il y avait des interventions ici ou là, ce serait vraiment à titre ponctuel ou un peu dérogatoire sur la base d'IPE, sur la base de, voilà, de petits compléments de service. Pour les enseignants du premier degré, très peu envisageable malgré tout. D'accord. Et donc, serais-je susceptible d'enseigner dans une autre discipline? Alors, même chose, plutôt oui. Dans la mesure où vous rajoutez la compétence en DDNL occitan, vous seriez susceptible d'enseigner dans votre discipline, mais en occitan, comme d'enseigner la langue occitane. Et donc, c'est de fait une discipline supplémentaire ajoutée à votre carnet de compétences. Question, les enseignants ayant suivi cette formation, moi j'ai un curseur qui est devant, donc si tu pouvais la lire. Oui, les enseignants, j'ai éteint le micro en voulant l'allumer. Les enseignants ayant suivi cette formation peuvent-ils participer au mouvement de la liste des POP, les fameux postes à profil? La réponse, là aussi, est oui. Encore faut-il que des postes à profil soient publiés sur ce champ. Mais ça peut faire partie des hypothèses de travail des académies. On pense par exemple, pourquoi pas, à des collègues hors académie qui auraient cette compétence parce qu'ils ont bénéficié de la formation une autre année en disponibilité et qui pourraient candidater sur ces postes du mouvement POP. Voilà, mais les collègues du second degré peuvent éventuellement peut-être apporter leur pierre à l'édifice ou à la réponse en ce qui concerne le second degré. Pascal, Didier, Christophe, est-ce que l'un d'entre vous veut apporter des précisions? Je ne sais pas si ça répond à la question, Didier Agar. Le mouvement POP dans le second degré est un mouvement d'ampleur nationale. Donc des candidats issus d'autres académies hors la zone occitane peuvent tout à fait candidater, mais ça n'exclut pas le fait que ceux qui sont déjà dans l'académie où le poste est offert peuvent tout à fait candidater aussi sur le profil de poste souhaité. Donc oui, la réponse est oui, on peut candidater sur les postes POP qui seront proposés à condition qu'ils le soient. Par contre, ça ne constitue pas une filière d'affectation exclusive, quoi. Hein, c'est pas devenu le mouvement des enseignants doc. Voilà, tout un tas de profils passent par le mouvement POP. Alors, il y a une autre question qui sera peut-être un peu plus pour les IPR, puisque c'est le second degré, c'est pour les enseignants donc, du second degré. Le nombre d'heures d'enseignement en occitan sera-t-il inférieur, égal ou supérieur au nombre d'heures d'enseignement de la discipline d'origine? Là, ça dépend véritablement de la situation. C'est-à-dire que nous avons des postes où le nombre... Enfin, une collègue, par exemple, qui est professeur d'éducation musicale, va assurer plus des 3/4 de son temps en éducation musicale, dont une partie en occitan et quelques heures en occitan. Pas de DNL justement, mais d'enseignement de la langue. Nous avons tous les cas de figure. Oui, là c'est vraiment au cas par cas. Très bien.
Et dernière question sur la mobilité fonctionnelle, même s'il y en a d'autres qui arrivent. En s'inscrivant au dispositif, suis-je toujours titulaire de mon poste ou celui-ci passe-t-il immédiatement en mouvement? Mais je crois que une réponse a déjà été apportée. Oui. Elle peut être peut-être Alors, reprécisée. Mais... Ouais, donc a priori, on reste titulaire de son poste, moyennant quoi il y a quand même l'engagement formalisé de candidater sur des postes d'enseignement bilingue. Mais sur l'année de formation, en théorie, on reste sur son poste. Alors, il y avait une exception, c'était dans le 64, où, et comme Jean Laporte-Forêt est parmi nous, peut-être qu'il pourra apporter une précision, à savoir que les enseignants qui partaient en formation enseignants n'étaient plus justement titulaires de leur poste. Jean, je te passe le bâton de parole. S'il est toujours parmi nous. Est-ce que Jean va pouvoir intervenir? Je ne sais pas, Mathilde, si Jean Laporte-Forêt, est-ce qu'on peut lui enlever son micro, enfin, lui ouvrir le micro. Merci Mathilde. En tout cas, je confirme qu'il est toujours là. Je le cherche dans la liste, attendez. Rappelez-moi son nom. Jean Laporte-Forêt, il apparaît en L6. Ah, d'accord. Qui est donc IEN, langue vivante, pour la DSDN des Pyrénées-Atlantiques. Ça y est, je l'ai. Bonjour Jean, et merci d'être là. Oui, bonjour. Je n'avais pas le micro, excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'était sur les personnes perdent leur poste, oui. C'était ça la question, pardon. Oui, c'était ça. Il y avait une exception dans le 64. En fait, c'est pas tellement ils perdent leur poste s'ils ne sont pas sur un poste où il y a de l'enseignement en occitan. C'est ça. Ils sont, de fait, ils perdent leur poste. Mais si le cas se présentait dans une école où il y a une ouverture en occitan et s'ils sont dans cette école, ça serait à reconsidérer. Voilà. Okay. Dans la plupart des cas, pas de perte du poste dans le 64, effectivement. De toute façon, comme il y a un engagement d'évolution vers des postes fléchés ou des postes de DDNL, l'un ou l'autre reviennent à peu près au même. Alors, excusez-moi, je vais juste rajouter, parce que ça a l'air d'être une exception, mais en fait, nous, on a pris cette décision plutôt dans l'intérêt des personnes, parce que, en fait, elles deviennent TR, titulaires remplaçants, mais bien sûr, elles sont en formation, et lorsqu'ils vont en stage, ils ont des frais de déplacement. Voilà. C'est une spécificité. Oui, non, mais après, ce n'est pas une exception, c'est une modalité de traitement de ce départ en formation. Hein. Je dis que c'est particulièrement traité comme ça dans ce département. Voilà tout. Merci Jean, en tout cas. Oui. Il y a d'autres questions un peu sur ce sujet. Il y a des cas un peu particuliers, des disponibilités. Il y a une personne qui nous dit qu'elle est en disponibilité donc sur une académie A et qui souhaiterait rejoindre l'académie B. Donc effectivement, ça peut avoir une incidence sur le calendrier de dépôt de candidature. Donc à cette personne, j'ai envie de lui répondre qu'effectivement, ce sont des cas un peu particuliers, les personnes qui sont en disponibilité, parce qu'en plus, il faut voir l'effort que cela vous demande, puisque dans ce cas précis, vous n'êtes donc pas rémunéré, et ça veut dire que là, pour le coup, ni l'éducation nationale, ni l'Office public de l'Occitane va vous rémunérer. Donc ça veut dire qu'on a eu des cas sur des années précédentes, et effectivement, ça repose sur une forte volonté de votre part de par les conditions. Mais dans ce cas précis, on a un peu plus indulgence sur les délais, parce que ça n'impacte donc pas les mouvements, ou en tout cas les mouvements d'éducation nationale. Donc oui, vous pourrez avoir un délai supplémentaire si vous êtes candidat sous le statut disponibilité. Voilà. Il y a d'autres questions qui nous arrivent, mais je vais y répondre. Il y a notamment une question sur ce qu'il existe des DNL en physique-chimie. Les IPA peuvent y répondre. Je pense que ça doit exister. Et puis si ça n'existe pas, ça peut tout à fait exister, mais peut-être que les collègues
IPR vont pouvoir nous dire s'il existe des DNL dans vos académies en physique-chimie. Alors, oui, déjà sur le principe, toute discipline autre qu'un enseignement de langue comme anglais, espagnol ou latin par exemple, est susceptible d'être enseignée en DNL. Donc sur le principe, oui. Et concrètement, on a un exemple dans l'Académie de Toulouse où effectivement il y a un enseignement de physique en DNL déjà existant. Donc ça, c'est un point. Bon, il se trouve dans l'Aveyron et le poste est pourvu. Mais ça ne préjuge pas du fait que dans le cadre des continuités bilingues école-collège que nous mettons en place, il y ait besoin à tel ou tel endroit d'un professeur de physique-chimie en capacité d'enseigner sa discipline en occitan. Très bien. Merci Didier. Oui, c'est la même chose à Montpellier. Alors, dans l'état actuel des choses, on ne rencontre pas ce cas de figure, mais c'est clair que de toute façon, nous sommes tout à fait demandeurs d'enseignants dans toutes les disciplines de DNL pour assurer la continuité. Merci Christophe. Et sachant donc que dans ce même ordre d'idée, il y a eu une question aussi sur les mathématiques dans l'Académie de Toulouse. Donc oui, tout comme l'a dit Didier Aga, des besoins existent aussi dans cette matière-là, dans cette académie, comme dans les autres académies concernées. Donc, voilà. Sur le thème... Oui, pardon, M. Poulet. Il se pose la question, bien entendu, pour nos élèves, de l'exposition à la langue. Donc, nous sommes très soucieux de ces questions-là, puisque nous avons commencé l'enseignement bilingue dans le second degré avec l'histoire-géographie et les mathématiques. Et là, nous développons une belle expérience. Maintenant, nous commençons à travailler avec d'autres disciplines, notamment l'éducation musicale. Et là, ce que nous disent les parents, c'est qu'il faut que ça vienne en plus d'une autre DNL. C'est-à-dire que si l'enfant n'a que son heure d'éducation musicale et les 3 heures de langue, l'exposition à la langue peut paraître insuffisante. Donc là-dessus, il faut savoir que ces questions-là se posent et que nous y réfléchissons de manière importante. J'ai terminé. Merci. Il y avait aussi une autre question liée à, je l'ai perdu, oui, sur les questions sur la question d'affectation. Non, mais on les repérera plus tard. Je pense que Mathilde pourra m'aider à reformuler des questions. J'en avais repéré une. Oui, Mathilde. Concernant des questions sur les DNL, j'en ai relevé une d'un enseignant de lycée professionnel qui demande, donc justement, comme un lycée professionnel, il enseigne 2 disciplines. Donc, pour ces enseignants-là, sont-ils éligibles? Et si oui, laquelle des 2 DNL devront-ils enseigner? Doivent-ils en choisir une? Dans le cas de l'enseignant qui pose la question, donc il est enseignant de lettres, histoire et géographie. Alors, oui, c'est un cas un peu particulier, mais comment dire, alors, d'une part, il est peu probable que l'enseignement bilingue puisse se développer en lycée professionnel. Ça veut dire qu'effectivement, le collègue concerné serait amené à faire une demande de changement de corps ou de détachement, et donc d'intervenir dans un lycée d'enseignement général et technologique, voire dans un collège. Et dans ce cas, il sera réputé compétent dans la discipline histoire-géographie. Si mes souvenirs sont bons, c'est un profil double lettres-histoire. C'est ça? Oui, donc voilà, au niveau de la DNL, la seule DNL enseignable en occitan, c'est bien l'histoire. Donc ça serait plutôt l'histoire-géographie, et c'est d'ailleurs le profil qui nous intéresse davantage. Voilà.
Merci Didier pour ces précisions. Sachant donc que sur ces questions de mobilité fonctionnelle, il y avait aussi la question de peut-on changer d'académie entre-temps, une fois. Alors donc je le répète, vous avez un engagement à enseigner dans votre académie de rattachement pendant 5 ans minimum. Voilà. Après, il peut y avoir des largesses, mais on évite. C'est-à-dire que si, voilà, si vous venez d'obtenir, enfin, si vous êtes formé dans l'Académie de Toulouse avec des moyens qui sont mis en place par l'Académie de Toulouse et que ici 2 ans après, vous êtes mobile sur l'Académie de Bordeaux, par exemple, bon, ça peut être discutable. Donc, il faut vraiment privilégier un projet de continuité au sein de votre propre académie. Voilà. On va peut-être pouvoir passer au thème numéro 3 qui concerne donc les modalités de formation. Là, ça devrait aller relativement vite parce qu'il y avait la question de la formation se déroule-t-elle à proximité de mon lieu de résidence? Alors effectivement, ça va dépendre, c'est-à-dire que une fois encore, ça a été dit, Thierry l'a rappelé, il est vraiment important aussi que vous précisiez dans votre dossier jusqu'où vous êtes prêt à aller géographiquement vous former. C'est vraiment important pour nous, ça peut être aussi déterminant. Mais l'idée en tout cas, c'est que si vous êtes sélectionné, c'est que nous serons en mesure de vous proposer une formation qui soit relativement proche de votre domicile. Quand on dit relativement, c'est que c'est à l'échelle à minima de votre département d'origine. Voilà. Ensuite, puis-je effectuer la formation dans une autre académie que celle à laquelle je suis rattaché administrativement? Oui, et Thierry l'a dit, il y a eu un exemple cette année de collègues qui sont originaires de Lot-et-Garonne et qui ont pu aller se former à Toulouse de par la proximité géographique et les facilités de transport. Donc ça, c'est tout à fait imaginable, d'où l'importance de nous préciser, parce qu'il y a des cas effectivement de certains collègues qui pourront être voilà, dans une académie A et qui seront prêts à aller, pour des raisons personnelles, se former dans l'académie B en fonction d'appétence, de famille, etc. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à le préciser. Les champs de formation, donc on a un tout petit peu parlé, c'est quand même principalement linguistique, hein, puisque nous avons 9 mois pour vous mettre à niveau, enfin pour créer un niveau et atteindre donc le niveau B2, C1. Donc voilà, il y a quand même une grosse part linguistique. Après, il y a le CAPOC va assurer, et puis certains intervenants, je pense à des CPD, à des collègues CPD ou à des IEN qui vont pouvoir là aussi parfois, selon les départements et selon les disponibilités, apporter quelques compléments un peu didactiques ou pédagogiques. Et puis les stages ont vraiment vocation à pouvoir vous permettre d'être en immersion pleinement et puis donc pouvoir travailler votre métier avec des collègues. Voilà. Et une dernière question sur ce sujet-là, les frais personnels, donc les frais de déplacement, de repas, sont-ils pris en charge? Non, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que sont pris en charge tous les frais pédagogiques, vos remplacements, mais par contre les déplacements entre votre lieu d'habitation et votre lieu de formation ne sont pas pris en charge, même si je crois, ça a été dit tout à l'heure, certains départements sur les stages vont parfois pouvoir rembourser les frais de déplacement entre lieu d'habitation et lieu de stage. Donc ça, c'est un peu au cas par cas. Et comme ça a été dit, n'hésitez surtout pas, et on le fera s'il faut, à faire le lien avec votre DSDEN de rattachement, voir votre l'IEN en charge de ce dossier, ou le CPD. Didier, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, merci. Juste une précision sur le contenu de la formation. Donc, effectivement, le gros de la formation est une mise à niveau linguistique avec un nombre d'heures conséquent et une formation intensive de ce point de vue-là, mais surtout ne pas minimiser l'intérêt des stages, que ce soit en établissement ou que ce soit auprès du CAPOC, parce que les stages en établissement, ils permettent non seulement de l'observation, mais aussi une sorte de pratique accompagnée au contact d'un collègue référent qui est votre tuteur. Et c'est bien ce qui permet de rentrer vraiment dans le bain et puis de s'essayer soi-même à tout ce qu'on a pu apprendre de façon un peu plus théorique ou hors la classe. Et pour ce qui est du travail avec le CAPOC Canopé, c'est aussi la partie didactique qui va être travaillée.
il a été fait allusion tout à l'heure finalement à l'importance de la démarche pédagogique qui est différente lorsqu'on enseigne dans une langue ou dans deux. C'est bien aussi à travers ces temps-là que vous êtes formés, que vous êtes aidés à prendre en compte cette dimension. Voilà, c'était juste la précision que je souhaitais apporter. Merci. Merci Didier. Il y avait également une autre question qui apparaissait sur est-ce qu'il y aura est-ce qu'une formation proposée à Périgueux. Donc comme on vous l'a dit précédemment, hein, c'est-à-dire que sur ça, nous ne sommes pas encore en mesure aujourd'hui de vous répondre de par le fait qu'il n'y ait pas pour l'instant de précision sur les sites qui seront ouverts. Et il y avait donc d'autres questions dans ce sens, c'est-à-dire que est-ce qu'on connaît les sites qui seront ouverts à N+2? Non, pas encore. Raison pour laquelle ça a été dit, certes, il y a des cartes qui existent sur l'offre existante, mais il est important, une fois encore, que vous nous précisiez, on le rappelle, vos modalités, vos mobilités, vos degrés de mobilité, parce que d'ici 2 ans, il est tout à fait possible que dans votre zone, nous souhaitions ouvrir un nouveau cursus, soit bilingue dans le premier degré ou dans le second degré. Donc, ne vous bridez pas là-dessus, c'est important. Et de la même manière, c'est pas parce que cette année, par exemple, votre candidature ne sera pas reçue parce qu'il n'y a pas de besoin, que ça doit vous démotiver pour recandidater sur l'année prochaine ou l'année d'après, parce que ces choses évoluent. Donc, les choix du jury peuvent aussi eh bien, se faire sur la motivation d'un ou d'une candidate à se repositionner et à démontrer une forme de motivation, parce que tout ça n'est pas figé et nous sommes en développement, donc ça ne peut que s'accentuer. Donc n'hésitez vraiment pas à être clair et à ouvrir le jeu là-dessus. Voilà sur les modalités de formation. Je ne sais pas si Mathilde, entre-temps, tu as repéré peut-être des questions ou pas vraiment liées sur ces questions-là, parce qu'après, on va aborder les questions. Le thème 4, c'est les modalités d'habilitation. Et la 5e et dernière, ce sont sur les conditions d'accès et d'éligibilité. Donc peut-être qu'il y aura des questions redondantes. Bon, sinon, on peut toujours avancer et les revoir après. Donc on avance dans ces cas-là sur le thème peut-être numéro 4, sur les modalités d'habilitation. Voilà, pour Didier, donc comment mon année de formation est-elle validée? Didier. Oui, alors, les modalités peuvent être un petit peu variables suivant les académies, mais assez peu finalement. Le principe, tout simplement, c'est qu'au bout d'une année de formation, il vous est demandé effectivement de faire preuve de votre compétence linguistique. Le DCL, d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure, y contribue, mais aussi de votre compétence didactique pour enseigner en classe bilingue. Donc, c'est dans ce sens-là que des habilitations sont organisées dans chaque académie et dans chaque territoire. Donc, sur la base d'un entretien avec soit un inspecteur du premier degré accompagné de l'IAIPR, pour ceux qui, je parle du premier degré, ou d'un conseiller pédagogique d'Occitan. Et cet entretien porte à la fois sur la compétence linguistique et sur la compétence didactique. Je vais être prudent en pensant bien que la compétence didactique on n'a pas vocation à l'excellence d'ailleurs dans aucun des deux domaines. Tout ça est un processus qui est en construction, mais disons qu'il faut avoir réfléchi, il faut avoir les bases de la didactique bilingue qui puissent être évaluables ou mesurables. Bon, voilà sur le dispositif général. Ce temps d'habilitation, il se fait alors en fonction des territoires dans le dernier tiers de l'année de formation, le plus tard possible, effectivement, mais parfois en fonction justement des besoins de participation au mouvement, certaines académies ont été, ou certains départements ont été amenés à avancer un petit peu le principe même de l'habilitation, de façon à ce qu'effectivement les collègues concernés puissent candidater sur des postes qui apparaîtraient au mouvement. Voilà, donc ce que j'ai décrit là, c'est essentiellement pour le premier degré. Dans le second degré,
L'entretien d'habilitation se fait avec généralement l'inspecteur pédagogique régional et parfois un professeur de la discipline concernée. Mais là, peut-être mes collègues apporteront aussi des précisions sur les façons dont ça se passe dans les académies. Voilà, mais sur le principe même de l'habilitation est celui finalement d'une reconnaissance d'une compétence particulière. Merci Didier. Quelle est la différence entre la certification complémentaire et l'habilitation? Alors, il se trouve que pour jusqu'à présent, pour les langues régionales, hormis peut-être un dispositif particulier dans l'Académie de Bordeaux, il n'y a pas de certification complémentaire. Je parle en termes administratifs. Les certifications complémentaires s'appliquaient jusqu'à présent, les choses bougent, hein, mais s'appliquaient jusqu'à présent aux langues vivantes étrangères, donc aux disciplines enseignables en langue vivante étrangère. Et l'habilitation était un peu l'équivalent pour les langues régionales. Mais peut-être Pascal peut apporter une précision pour l'Académie de Bordeaux. Excusez-moi, j'avais un peu de mal à mettre en place le micro. Oui, donc dans l'Académie de Bordeaux, nous avons mis en place une certification complémentaire depuis maintenant une dizaine d'années, donc pour les collègues qui passent une DNL en occitan. Donc il s'agit pour les professeurs d'éducation physique, d'art plastique, de mathématiques, etc., devant un jury composé d'un IAIPR de la discipline et de moi-même, donc de nous présenter leur projet. Pour ce qui est de l'habilitation, c'est un dispositif qu'on a mis en place dans le premier degré avec deux niveaux, l'habilitation pour pouvoir enseigner en occitan et l'habilitation pour pouvoir enseigner simplement l'occitan, etc. Donc, pour enseigner en occitan, il s'agit de faire preuve de compétences à l'écrit et à l'oral. Et demain, en Lot-et-Garonne, une collègue va passer cette habilitation et elle va donc devoir travailler sur un texte écrit, le résumer et travailler sur une vidéo et rendre compte et expliquer ce qui se passe dans cette vidéo. Donc on évalue ainsi les 5 activités langagières. Merci, M. Sarpoulet. En ce qui concerne l'Académie de Montpellier, pardon. Non, Christophe, vas-y. En ce qui concerne l'Académie de Montpellier, ben c'est la même chose. Par contre, c'est en évolution, c'est-à-dire que en ce qui concerne le premier degré, pour le moment, nous avons une habilitation qui ne différencie pas l'enseignement bilingue et j'allais dire l'initiation, mais nous sommes en train de penser à une habilitation bilingue. Donc dans l'état actuel des choses, il y a une seule habilitation, mais je pense que l'an prochain, il y aura une double habilitation. Et en ce qui concerne le second degré, c'est là aussi un entretien avec l'IPR de la discipline et l'IPR d'Occitan. Merci Christophe pour ces précisions. Une autre question, la certification complémentaire a-t-elle une incidence sur le corps d'origine? Sarpoulet. Non, pardon, Didier, excuse-moi. Oh, non, à ma connaissance, non. Non, je ne comprends pas bien peut-être la question. Est-ce que le fait d'obtenir une certification pourrait faciliter finalement un changement de corps? C'est peut-être ça la question. Elle nous est parvenue comme telle, donc bon. On rejoint ce qui a été abordé tout à l'heure. Par exemple, le cas du collègue de lycée professionnel qui souhaitait se former et peut-être enseigner ensuite dans l'enseignement général ou technologique, où effectivement la certification complémentaire va donner un niveau d'aptitude pour postuler de façon volontaire pour éventuellement changer de corps ou de domaine d'enseignement.
On peut imaginer, mais ça n'a pas été le cas en tous les cas dans l'Académie de Montpellier jusqu'à maintenant, que certains collègues demandent un changement de discipline. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, un certifié de lettres demande à changer de discipline, à devenir certifié d'occitan. Donc je pense que ce serait possible, mais en tous les cas, personnellement... Ah, ça s'est coupé. Je n'ai pas là. Merci Christophe pour ces précisions et merci Didier. Il y avait une dernière question. Juste sur le changement de discipline, oui, sur le principe, c'est tout à fait possible. Ensuite, je rappelle que ça se décide le nombre de places disponibles se décide au niveau de la centrale, au niveau du ministère. Ça n'est pas en académie que l'on peut définir le nombre d'enseignants susceptibles d'intégrer une nouvelle discipline. Mais la demande peut toujours être faite. Tout à fait. Très bien. Il y avait une dernière question sur le thème 4, sur le DCL. Qu'est-ce qu'est le DCL? On en a dit un mot tout à l'heure, mais peut-être Didier le préciser éventuellement. Oui. Alors, très rapidement, le diplôme de compétences en langue, c'est un diplôme d'État qui certifie des compétences donc, en langue, qui est ouvert pour une douzaine de langues. Et pour les langues régionales, il est ouvert en breton et en occitan. Peut dire juste un mot de la spécificité de ce diplôme qui est très intéressant pour des enseignants finalement, puisque il met en place une évaluation positive d'une part et il s'appuie aussi sur un scénario pédagogique. C'est-à-dire que le candidat qui passe ce diplôme-là, on lui demande de rentrer finalement dans un jeu de rôle où il va devoir utiliser la langue pour accomplir une mission. Et pour cela, il a différents documents audio, écrits à sa disposition et qu'il va pouvoir consulter. Il sera amené à avoir un entretien téléphonique avec un examinateur qui lui joue aussi un rôle et il sera amené à écrire un courrier final de résolution de sa mission. Voilà. Et en fonction des performances du candidat, il sera positionné sur un niveau de compétences qui va de niveau 1 jusqu'au niveau 5. Le niveau 1, c'est le niveau A2 du CSRL et le niveau 5, c'est le niveau C1. Mais dans tous les cas, si on passe ce diplôme, on sort avec un résultat. Voilà. Et quand je disais que l'évaluation était positive, c'est que effectivement, ce sont toutes les réussites dans la prestation du candidat qui sont comptabilisées pour établir son niveau. Et ce diplôme-là, donc, est un diplôme d'État pour adultes. Alors, il ne certifie que la compétence linguistique, d'utilisation de la langue en situation de communication. Il n'a pas vocation, il ne se substitue pas à l'habilitation didactique que l'on vient d'évoquer. Merci Didier. Je précise une chose importante, c'est que donc vous avez l'obligation de vous y inscrire à ce DCL. C'est une obligation contractuelle que vous aurez une fois que vous serez sélectionné. Et que par ailleurs, il se trouve que alors, cette inscription est payante, elle coûte 100 €. En revanche, l'Office public de la langue occitane en finance 80%. 80 €, puisque eh bien, sont éligibles à cette aide toutes les personnes qui vont passer cette certification et qui justifient d'une utilisation professionnelle de la langue occitane, ce qui va être votre cas. Donc pensez-y aussi, c'est-à-dire qu'une fois que vous serez inscrit, pensez à nous solliciter pour pouvoir obtenir ces 80 €. Voilà. Donc c'était tout sur ce thème numéro 4 a priori. La dernière thématique, c'était la 5, c'était les conditions d'accès que nous ferons sans doute remonter l'an prochain parce que finalement il y a pas mal de questions qui concernaient ce thème-là. Donc c'est Christophe qui va pouvoir y répondre. Donc un niveau d'ancienneté est-il requis notamment pour les stagiaires? Est-ce que les stagiaires
sont éligibles au dispositif enseignant-professeur? Christophe. Alors, dans un premier temps, je tenterai de dire, au niveau d'ancienneté requis, non. Mais par contre, en réfléchissant, je me dis que finalement, les stagiaires, on ne sait pas encore où ils seront affectés, puisqu'ils n'ont pas fait le mouvement intra. Donc, comme vous l'avez compris, on choisit quand même les candidats par rapport aux besoins sur le terrain. Donc, du coup, il me paraît quand même compliqué de recruter quelqu'un sans savoir où il va être l'année d'après. D'accord. Est-ce que le nombre de places est limité au sein de la formation? Alors, le nombre de places est limité. Par académie. Par contre, le nombre de places au sein de la formation, je pense, peut être un peu augmenté que le nombre de candidats en fait choisis. Par exemple, si on avait un candidat en disponibilité qui souhaite suivre la formation, je pense qu'il y aurait une possibilité. Mais après, par contre, le nombre de candidats est bien défini par académie. Très bien. Et le dispositif est-il ouvert aux enseignants de matière générale, mais qui enseignent en lycée professionnel? Alors, on a déjà un peu évoqué cette question tout à l'heure. C'est vrai que ça va être compliqué, je pense, dans les années à venir, d'avoir des sections bilingues en lycée professionnel. Par contre, on pourrait peut-être tout à fait envisager un complément de service dans un établissement, dans une DNL, notamment l'histoire. Et dans ce cas-là, le dispositif pourrait être ouvert aux enseignants de matière générale qui enseignent en lycée professionnel. Oui. D'accord. J'ai sauté une question sur le départ, le niveau linguistique, mais ça a été dit, puisque donc en effet, on peut partir de zéro pour pouvoir participer à enseigner un professeur. La seconde, enfin l'autre question, il y a une erreur qui a été soulignée, c'est entièrement de mon fait, puisque effectivement, donc, les non-enseignants titulaires sont-ils éligibles? Donc je parlais des conseillers principaux d'éducation et des documentalistes. Oui, les documentalistes sont des enseignants, donc voilà, veuillez nous excuser pour cette erreur. Est-ce que, Christophe, tu peux éclairer nos invités sur ce point-là, s'il te plaît? Alors, en ce qui concerne les documentalistes, ils enseignent l'éducation aux médias et à l'information. Donc, ça pourrait tout à fait constituer une DNL supplémentaire et donc augmenter l'exposition des élèves à la langue occitane. Ils pourraient aussi intervenir pour enseigner la langue et pas simplement enseigner la DNL. Et je pense, mes collègues compléteront, mais je pense qu'un CPE aurait aussi tout à fait la possibilité d'enseigner la langue. Didier, Pascal, est-ce que... Dans l'Académie de Bordeaux, cette année est en formation une professeure documentaliste, oui. Et pour ma part, pour ce qui est du professeur documentaliste, il me semble qu'il n'y a pas de souci particulier, comme cela vient d'être dit. En revanche, pour un CPE, je pense qu'il faudrait vraiment se poser la question, le statut et les affectations nécessaires sur des heures d'enseignement pourraient poser problème de façon administrative ensuite auprès des services de chaque académie. Donc voilà, point d'interrogation. Mais on va je propose qu'on regarder de plus près. On apporte la question, là, une réponse à la collègue ou au collègue qui s'est signalé. Merci. En fait, dernière question toujours sur les conditions d'accès et sur ces cas un peu à part de statut particulier pour des collègues qui seraient enseignants en classe préparatoire. Est-ce que ces personnes sont éligibles au dispositif? Je pense que oui, dans le sens où ils pourraient tout à fait faire un complément de service en second degré. Donc à partir de là, je pense qu'ils seraient éligibles, oui. Là aussi, chers collègues. Didier ou Pascal, est-ce que... J'ai le même avis. Les professeurs de CPGE sont des certifiés ou des agrégés. Alors, attention toutefois, ils sont nommés par l'inspection générale. Donc, la situation est tout à fait particulière. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on pourra les dégager, leur dégager un temps de formation d'un an. Donc, c'est à travailler très en amont avec l'inspection générale.
Donc là aussi, on va se renseigner, on reviendra vers vous. Très bien. Alors, merci en tout cas. À ce stade, il y a pas mal de questions qui ont été reçues sur le chat. J'ai pu en noter quelques-unes, donc je vais les formuler ou essayer d'y répondre. Et sans doute que Mathilde pourra compléter si elle le juge nécessaire. Parce qu'il y a une question importante sur que je vais essayer de la synthétiser, parce qu'il y a eu plusieurs questions au sujet d'abord d'un décalage qu'il peut y avoir entre un enseignant, notamment enfin pas que du premier degré d'ailleurs, qui serait donc en titulaire dans un département A, et qui souhaiterait se former dans un département voisin, département B. Et la question est de savoir, est-ce que, donc on a expliqué qu'il est tout à fait possible d'habiter un département A et d'aller se former dans un département B, mais est-ce que ça donnait droit à enseigner dans ce département B? Donc non, c'est-à-dire qu'après, c'est pas parce qu'il y a une mobilité sur la formation que cela donne des droits sur les questions d'INAT, EXEAT, et cette question est arrivée un peu plus tard là-dessus. Donc en effet, non, il n'y a pas de possibilité. Il y avait une question sur les postes. Quand on connaît le poste d'origine et qu'on est reçu pour entrer en formation, ça ne va pas débloquer les questions d'INEAT, d'EXEAT. Donc attention là-dessus. Voilà. Ensuite, il y avait des questions sur le nombre de postes ouverts. Bon, ça, je ne sais pas s'il y a des tendances. En tout cas, certains recteurs, rectrices ont donné des tendances, mais je ne sais pas si à ce stade-là, les IPR ont la possibilité de donner des chiffres plus précis par académie. Donc je ne veux pas messieurs, vous mettre en difficulté. Donc, enfin, voilà, vous pouvez y répondre si vous le souhaitez. En tout cas, est-ce que on connaît par académie il y a eu quelques chiffres qui ont été dits pendant ce webinaire, mais si vous souhaitez les préciser, en tout cas, messieurs, n'hésitez pas en commençant, enfin, toujours pas géographiquement d'ouest en est. Je ne sais pas si, Pascal, tu as des informations que tu souhaites ou peux donner. Bon, là, c'est très simple. Madame la rectrice, donc, lors du conseil académique des langues régionales, avait évoqué le même volume que l'année dernière, c'est-à-dire une dizaine de postes sur l'académie de Bordeaux, premier et second degré. Donc 10 postes en tout, pas 10 postes premier degré, 10 postes second degré. 10 postes en tout. Pour l'académie de Toulouse, le recteur de l'académie, en conseil académique, a effectivement parlé de 5 postes ouverts pour la session donc 2022-2023 des dispositifs enseignants, c'est-à-dire 2 de plus que cette année. Puisque cette année, on démarrait dans l'académie avec un petit nombre de postes, et puis au vu des besoins et au vu de la politique menée, ce nombre est porté à 5. Et en ce qui concerne l'Académie de Montpellier, Madame la rectrice avait annoncé le nombre de 4, et ça a été confirmé par Madame la secrétaire générale. Donc dans l'Académie de Montpellier, ce sera bien 4 postes. Très bien, merci. Donc on est bien à 19 postes, sans de se préciser. Donc c'est une bonne nouvelle, car en effet, ce nombre augmente. Donc merci à vous. Il y avait une autre question sur les DNL, des collègues qui se posaient la question, comment ça se passe pour une DNL? Donc en effet, selon la matière que vous enseignez, il s'agit sur votre candidature de vous positionner. Donc vous êtes enseignant d'histoire-géographie, et bien cela veut dire que vous allez vous manifester pour enseigner l'histoire-géographie en occitan. Et donc, une fois encore, en fonction de votre origine géographique, eh bien, le jury va examiner votre candidature et voir si, sur le territoire en question, sur votre zone de mobilité, il y a des besoins d'ouverture d'une DNL. Après, peu importe, les IPR pourront préciser, peu importe la matière, mais ça va surtout dépendre de est-ce qu'il y a des besoins de continuité en collège, voire même en lycée. C'est pas le cas ou très peu le cas pour l'instant, mais voilà, étudier vos candidatures. Donc c'est possible. C'est possible. Voilà. Je ne sais pas si Mathilde, tu as noté d'autres questions dans le chat auxquelles nous n'aurions éventuellement pas répondu. Alors oui, j'avais noté justement une question concernant... je pense que tu y as plus ou moins répondu. Ah oui, peut-être une question qui n'a pas été abordée, enfin, peut-être pour préciser, une enseignante qui demandait s'il est possible, en passant par le dispositif enseignant, d'enseigner en calendrette.
Thierry, peut-être, est-ce que tu veux répondre? Calandrette a son propre système de formation et de recrutement, et donc on n'est pas sur... ça supposerait de changer, de quitter son statut actuel et de candidater auprès de Calandrette. Pour moi, ça valide une compétence. Maintenant, ce que l'on fait de cette compétence... J'ai du mal à saisir exactement la question aussi, hein. C'est un peu comme la question de tout à l'heure. Non, mais je pense que c'est ça, tu y as répondu, hein, je pense que la question était celle-ci. Donc, Je pense qu'il s'agit peut-être d'une confusion. Donc, pour préciser, les écoles Calandrette sont des écoles privées associatives en contrat de l'éducation nationale. Au cas où ça... Il y avait, parce qu'après, il y a des questions qui sont un peu plus, enfin, non pas personnelles, mais sur des cas très, très particuliers liés à des géographies. En remontant le chat, il y a eu une question notamment qui avait trait à une personne donc, qui est dans une école et l'école bénéficiait d'une initiation à l'occitan, donc sans doute un collègue qui propose quelques heures par semaine. C'est une des modalités proposées pour l'enseignement de l'occitan, et cette personne demandait est-ce qu'elle pourra elle-même à son tour enseigner l'occitan dans cette même école. C'est en effet quelque chose de tout à fait imaginable. C'est-à-dire que, enfin, après Thierry, est-ce que tu pourras compléter, ou les IPR, c'est-à-dire que si l'école dans laquelle vous êtes titulaire bénéficie d'un enseignement itinérant, donc un collègue qui vient et qui propose un enseignement par exemple de 45 minutes par semaine, cette modalité-là dans votre école peut tout à fait évoluer. Et si par exemple il y a une demande notamment formulée par des parents d'élèves d'accroître ce nombre d'heures d'exposition à la langue des enfants, et donc souhaite faire évoluer ce site d'initiation à du renforcé, donc à 3 heures par semaine, ou à du bilingue, oui, c'est quelque chose de tout à fait imaginable, il me semble, sous couvert des collègues intervenants. Si je peux rajouter quelque chose, oui, c'est une possibilité. Ceci dit, le fait d'être soi-même volontaire pour se former dans ce cadre-là n'induit pas la création ou la mise en place du cursus, d'un cursus d'enseignement renforcé ou d'un cursus bilingue. Et en termes de candidature, moi j'encouragerais plutôt les candidats à voir large, plutôt que de tabler sur une hypothèse qui reste une hypothèse au niveau de l'école, parce que en ce qui concerne la priorisation des départs en formation, on a quand même une tension, et cette tension, elle est déjà sur les continuités d'enseignement bilingue ou des structures sur lesquelles on a des développements programmés. Donc voilà, il faut pas se fermer de possible. Il ne faut pas partir non plus du principe que parce que ce projet-là pourrait exister à un moment donné, parce que derrière, il y a un engagement quand même formel. Si le projet ne voit pas le jour, l'engagement formel ne tombe pas. Voilà, c'est tout. Merci. Il y avait également une question sur les congés formation, c'est-à-dire quelqu'un qui obtiendrait un congé, ou qui est en attente d'une réponse d'obtention d'un congé formation, donc d'une autre académie. Et effectivement, parfois, il peut y avoir un décalage de calendrier entre les réponses attendues par une autre académie et notre propre dispositif. Donc sachez que ça a été évoqué pour les cas des personnes qui sont en disponibilité. Bien de la même manière, dans ce troisième cas de personnes qui obtiendraient un congé formation d'une autre académie que nos 4 académies, on peut en effet, vous pouvez obtenir un délai supplémentaire parce que l'impact n'est pas le même sur les questions de mobilité. Donc surtout, n'hésitez pas. Mais le principal, c'est surtout de nous le dire, c'est-à-dire que de nous envoyer un courrier, enfin de vous signaler et de nous dire que vous êtes en attente d'une réponse et de nous prévenir de ces décalages pour que nous-mêmes puissions l'anticiper. Mais donc soyez à l'aise là-dessus, c'est en effet tout à fait négociable. Voilà. Il y a à nouveau des questions un peu plus précises ou pointues. Je ne sais pas, Mathis, si tu les formules. J'en avais repéré une notamment qui... Non, je ne sais pas, je l'ai perdue.
Si, oui, peut-être. Pour les personnes qui souhaitent demander une mise en disponibilité pour un refus de mutation avant le 31 mars, est-ce qu'elles doivent demander une disponibilité de droit et pouvoir changer pour une disponibilité pour formation? Voilà. Je ne sais pas, Thierry, si tu avais levé la main avant, si tu veux répondre ou... Non, c'était avant. Pardon. Je vais amorcer une réponse, mais c'était sur la question du congé de formation. Attention aussi, quand on demande un congé de formation, on n'est pas obligé d'obtenir un congé de formation d'1 an. Donc, il peut y avoir une négociation sur la durée de présence au sein de la formation par rapport au délai accordé par un DAZEN sur ce congé de formation. Donc attention à ça, à ne pas se retrouver avec un congé de 3 mois ou de 6 mois pour une formation qui en dure 10. Voilà, faites vos choix en fonction de ça. Sur les disponibilités, disponibilité pour formation ne me semble pas être une disponibilité prioritaire. Pour moi, les disponibilités prioritaires, c'est disponibilité pour création d'entreprise. Mais là, je passerai la main aussi à mes petits camarades. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi, c'est création, reprise d'entreprise, poursuivre un conjoint qui constitue effectivement des critères prioritaires. La disponibilité pour formation, surtout si elle est d'initiative personnelle, je ne suis pas sûr qu'en tout cas ce sera priorisé et encore moins sûr que ce sera de droit. Très bien. Voilà. Et toujours sur le premier degré, il y a une autre question, c'est je suis stagiaire dans le premier degré, je reste donc dans un département. Hein. L'année prochaine, ça bouge beaucoup. L'année prochaine, alors je reformule, pardon, parce que ça a décalé. Donc, je suis stagiaire dans le premier degré, je reste donc en Gironde l'année prochaine, mais ma titularisation ne sera proclamée qu'à la fin de l'année scolaire. Puis-je candidater? La réponse est oui. Nous avons eu un candidat qui s'était positionné, qui était stagiaire. Alors, on peut postuler un avis plutôt favorable pour le départ en formation, éventuellement en fonction des besoins sur un territoire. La question est un peu d'anticiper sur la titularisation ou pas. C'est-à-dire que si on est si on s'achemine vers des co-tutorats plutôt négatifs quant à la titularisation et des perspectives de prolongement d'années de stage, peut-être qu'il vaut mieux éviter de mettre dans le même mouvement une candidature sur le dispositif et attendre la titularisation l'année d'après. Mais on a eu effectivement un cas où la titularisation était quasiment acquise, où tous les rapports d'évaluation étaient positifs et donc on a parié. Voilà. Et toujours ces questions de mobilité, il y a une question sur les TZR. Je suis TZR et je ne veux pas changer de RAD, je ne sais pas ce que c'est, pour le moment. D'où d'ailleurs, j'assure une partie de mon service. Donc, en participant à la formation, est-ce que je perds mon poste de TZR actuel? C'est plutôt pour le second degré. Je ne sais pas si Pascal, Didier, Christophe, pour cette question un peu précise, est-ce que vous avez des précisions peut-être? Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît, oui, Jérémy? Je vais aller plus lentement. Donc, je suis TZR et je ne veux pas changer de RAD. Je ne sais pas ce que c'est, de RAD pour le moment. RAD. Administratif. Rattachement administratif. Voilà. Et donc, en participant à la formation, est-ce que la personne se demande est-ce qu'elle perd son poste de TZR? Non, est-ce qu'elle perd son RAD? Oui, peut-être son RAD. Son rattachement administratif. La question ne s'est pas posée jusqu'alors, donc ça c'est à voir avec les services en amont. Donc n'hésitez pas pour ce type de questions, enfin si vraiment vous avez des questions soit un peu plus personnelles, pardon, Thierry, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ceci dit, ça pose quand même clairement la question de l'affectation sur l'année d'après, c'est-à-dire que si on veut rester TZR rattaché administrativement à tel endroit, il faut vraiment que dans le secteur de réaffectation possible, il y ait donc éventuellement dans la ZAP ou dans le bassin, il y ait des perspectives d'évolution. Ça restreint
à une échelle géographique, il me semble. Je parle toujours sous le contrôle de Pascal. Oui, moi je suis d'accord aussi. Il n'y a pas de perte du rattachement administratif en tant que TZR, puisque ce changement, il se fait uniquement sur demande du personnel intéressé. Donc, s'il ne le demande pas, il n'y aura pas d'évolution administrative de ce point de vue-là. Mais effectivement, ça pose la question de quel type d'enseignement de l'occitan peut être assuré dans un périmètre à proximité de l'établissement de rattachement, si ça n'est pas l'établissement lui-même. Voilà, fait bon. Très bien.